Alors aujourd'hui, vous avez voulu donc nous parler de ce militant et surtout ce révolutionnaire, donc fondateur de l'État algérien, l'Émir Abdelkader. J'ai pas voulu, c'est l'événement majeur, c'est Ouais, la date de son décès, on est le exactement. 27, son décès c'était le 26, donc et Il puis fallait on cadrer le avec fait avec l'actualité. un c'est un honneur de le faire, c'est un grand plaisir et on le lui doit bien ça, bien sûr, c'est le fondateur de l'État moderne algérien, c'est un grand esprit du 19e siècle, c'est une des Un fiertés algériennes, penseur. c'est un grand penseur, c'est un érudit, c'est un savant, c'est un soufi. Là, on le cherche, on trouve l'Amir Abdelkader. Et puis, c'est l'une des plus grandes figures du 19e. Il a marqué même son temps. Donc, Il a impressionné son bien sûr, ennemi. il a une correspondance prolifique. Il a une correspondance avec la reine Catherine de Russie, avec la reine ou le roi d'Angleterre à l'époque, avec les Espagnols, avec tout le monde. Il Donc, continue toujours de fasciner hein, par sa diplomatie, par ses correspondances, par sa façon de gérer, bien entendu, son armée ben surtout. oui. Là où il s'est mis, c'est tout simplement un génie. Donc, c'est un esprit très intelligent. Et puis, on se dit comment ça se fait avec une éducation aussi classique que la sienne. Donc, il a fait l'école classique comme tout le monde. Il a fait la Oui. Zawiya. Donc, il a appris le Coran très jeune. Il a même rédigé un Coran. Il a écrit un Coran. Il a transcrit. Donc, il a appris la grammaire arabe, le tafsir, le fiqh. Donc, c'est une éducation très classique, comme tout le monde, religieuse, très principale, spirituelle. orientée, voilà. Puis il a fait le pèlerinage à la Mecque, il est parti à Damas, à Bagdad pour visiter Sidi Abdelkader el-Jilani, parce que lui, il fait partie de la tariqa Qadiriya avec son père. On se Fasciné dit, par Ibn Arabi. Ibn Arabi, bien sûr, parce qu'il Il voulait aller sur ses traces. exactement. Donc, on ne s'attendait pas à ce que... Il n'y avait rien qui disait que il allait devenir ce qu'il est devenu par la suite. Mais les événements veulent que ce soit lui qui soit choisi comme chef de la résistance, et il l'a bien fait pendant 15 ans. Et Donc, fédérer et rassembler toutes les tribus rassembler toutes les du tribus. pays. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'avant l'arrivée avant l'invasion française, avant l'occupation, l'Algérie a été vidée par une série de catastrophes. Donc, il y a eu en premier lieu, il y a eu plein de rébellions. Il y a eu les Darqawa, il y a eu les Tijaniya à l'ouest. Donc, et puis, il y a eu des épidémies de peste, il y a eu des sécheresses, il y a eu des famines. Donc, démographiquement, l'Algérie a été vidée de son... Elle a été affaiblie. Affaiblie. Donc, quand l'invasion française, quand l'armée française arrive, donc le pays est pratiquement vide. Donc, il n'y avait pas assez démographiquement, on ne courait pas. Mais même malgré tout ça, donc lui, avec ce qu'il y avait, avec ce qu'il pouvait, donc il a organisé une résistance, il a réussi à résister 15 ans. 15 ans de bataille, donc il a affronté des généraux qui étaient formés dans des écoles militaires. Lui n'a pas été formé, donc il les a, Impressionnés, il a battus. gagné, il les a battus plusieurs fois, il les a obligés à signer 2 traités de paix avec lui, Tefna et Des-Michel. Donc, mais à chaque fois, on se dit, celui-là, il a fait l'école militaire, il a fait Saint-Cyr, il est maréchal, mais l'autre, il n'a fait que la Zawiya. Donc, et comment ça se fait que... Et il avait des tactiques de guerre, des techniques de guerre qui impressionnaient donc, l'ennemi. L'ennemi, donc parce qu'il était intelligent, il apprenait. À chaque fois, il apprenait. Il avait cette capacité d'adaptation, cette capacité d'intégrer les éléments nouveaux, cette capacité de fédérer autour de lui, de ramener des gens jusqu'au moment où cette résistance qu'il a pu donc mener grâce aussi à ses compagnons de l'époque et aussi cette cavalerie qui était très impressionnante. D'ailleurs, on en parle toujours. Le cheval barbe qui l'a aussi beaucoup aidé. C'est un cheval très résistant qu'il a pu mener à travers donc des régions très escarpées. Hein. Exactement, donc c'est des batailles qu'il a enchaînées devant tout le monde et il ne s'est arrêté qu'au moment où il n'avait plus de cartouches. Oui. Donc, il ne s'est pas rendu comme ça, donc c'est pas parce que ça lui a plu. Premièrement, il y a eu la Zmala, donc il a inventé le concept d'une capitale itinérante. Oui. Donc, c'est une capitale où il avait son trésor, il y avait aussi les familles de ses lieutenants. Donc, tous les officiers qu'il avait dans son armée, ils avaient leur famille dans la même... C'est une caravane itinérante qui se déplaçait. Donc,
ils ne se sont arrêtés qu'au moment où leurs familles ont été emprisonnées. Donc, ils ont été obligés. Deuxièmement, ils n'avaient plus de cartouches, ils n'avaient plus de munitions. Troisièmement, il y a eu, les Français se sont rendus compte que les Algériens avaient une tradition qui leur était inconnue jusque-là. Ils avaient ce qu'ils appellent le Matmora. Le Matmora, c'est quoi? C'est un coin ou une sorte de grotte comme ça, ou bien on creuse, ou bien elle est naturelle, où on met les grains. Donc on met les grains pour les conserver. C'est un lieu où il n'y a pas d'humidité, qui est loin des inondations et tout. Et c'est toutes les réserves d'un village ou d'une tribu qui est écartée et mise à 3, 4, 5 km du village. Donc, parce que les Français, ils arrivaient, en premier lieu, c'est qu'ils brûlaient. Les batailles commençaient au mois de mars. Technique, mars, de la terre avril, brûlée. Exactement, c'est la terre brûlée, c'est Bugeaud. Donc, ils brûlent tout. Quand ils reviennent, ils trouvent que les gens ne sont pas morts de faim et ils trouvent qu'ils ont, encore une fois, labouré, ils ont semé aussi, ils ont réussi à semer. Donc, ils se sont posés la question. Bien sûr, ils ont pris des gens, ils ont obligé à avouer, à parler. À chaque fois qu'ils arrivaient à un village, donc ils prenaient le chef du village et lui demandaient où est le Matmora. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ne pouvaient plus résister, parce qu'il n'y avait plus de vivres, les gens crevaient de faim. À un certain moment, il est arrivé à une tribu au sud, ils lui disent, cette fois vous avez mangé, on vous a préparé du couscous, la prochaine fois ça sera du cartouche, exactement, tout simplement. Donc, mais on se dit, ok, c'est une grosse déception. Le gars, bien sûr, il a essayé avec tout ce qu'il a fait. Normalement, il devient complètement aigri, amer. Il va détester tout le monde. C'est une réaction tout à fait normale. Il va déprimer. Il va même peut-être se suicider. Mais non. Donc, bien sûr, il est pris en France. Eux, il a négocié quand même. Bien sûr. Voilà. Et ils se sont accordés à ce qu'ils partent, à ce qu'ils s'exilent. Donc, ils lui ont exigé un exil autre qu'au Maroc ou un coin tout proche. Donc, il s'est dit, il leur a demandé Alexandrie ou la Syrie. Mais ils le prennent à Toulon quelques mois, puis à Pau, puis au château d'Amboise où il reste des années. Il était emprisonné, mais ce n'était pas comme beaucoup le pensaient, une prison dorée où il y avait donc des privilèges, etc. Beaucoup de leurs familles sont mortes. Donc ils ont souffert de faim, de froid. Et y compris sa mère, la Zahra, exactement, y compris sa mère qui est morte parce qu'il faisait froid dans le château. Très froid. Et puis il avait une sorte de... comment on appelle ça, un salaire, donc il recevait de l'argent, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il avait toute une smala, comme on dit. Voilà, exactement. Une centaine ou peut-être plus familles. Des familles, il y avait des petits, il y avait certains peut-être se sont mariés, donc ils ont eu des enfants et ils ne pouvaient pas subvenir à tous ces gens. Et puis, ça n'a pas été arrangé par le changement de régime parce qu'en France, ils sont passés du royaume à la République, puis par la suite à l'Empire. Donc il y a eu tous ces changements qu'il a payés, bien sûr, et à chaque fois il leur rappelait leurs paroles. Il leur disait que je ne vous pardonnerai jamais. J'ai donné ma parole, vous avez donné la vôtre, et je ne vous permettrai pas de retirer votre parole. Voilà, c'était un homme de principe, énormément donc, de principes. C'était une personne avec laquelle on pouvait donc discuter, négocier d'homme à homme. Donc il y a eu des visites, il y a eu plein de visites. Beaucoup de correspondances. Beaucoup de correspondances, il y a eu même des religieux, des catholiques. Très impressionné par sa Il venait pour le convaincre, il venait pour faire du prosélytisme, il voulait le convaincre parce que la conversion de l'Amir Abdelkader, ça c'est l'un de ses écrits. C'est un manuscrit. Il y a même un Coran écrit de sa main quand il était très jeune. On va peut-être voir l'image. Donc, il venait essayer de le convaincre de se convertir au christianisme. Bien sûr, ça n'allait pas marcher avec lui. Donc, c'est tout à fait le contraire. Ça, c'est le Coran qu'il a écrit. Donc, à la fin, on a la signature. Voilà. صدق الله العظيم كتبه لنفسه الفقير عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الحسني تجاوز الله عنه بقرية القيطنة. Donc, il donne la date. Ça, c'est quand il était jeune, en 1236. Donc, c'est 10 ans avant l'arrivée, avant l'invasion française, 1246. Donc, tout ça, c'est l'émir. Et puis, bon, à la fin, ils sont obligés, il y a l'Empire qui revient, donc il y a l'empereur qui vient le visiter, il lui dit qu'on va vous rendre votre liberté, choisissez un lieu. Et il choisit de partir à Bursa, en Turquie. C'est là où était enterré Bursa. C'était... Pourquoi il avait... Non, parce qu'il est parti à l'Empire ottoman. Et puis, donc, il s'installe.
quelque temps, il y a eu un tremblement de terre et il décide de partir en Syrie pour s'installer en fin de compte. Et là, c'est toute une autre vie qui commence. Donc, il enseigne à la mosquée. Sahih al-Bukhari, c'était un muhaddith. Donc, il enseignait surtout le hadith. Il a rénové une madrasa. Il part en pèlerinage à la Mecque. Il fait une khalwa à Ghar Hira. Donc, où il raconte toutes ses expériences dans son livre Les Art, le Mawaqif. Et il commence une vie de mystique comme ça, il révise, mais il continue de vivre. Jusqu'en 1860, il y a eu bien sûr la fitna qu'il y a eu entre les Druzes et les Maronites, les chrétiens d'Orient. Là, il intervient. Il intervient en tant qu'homme de conscience, il intervient comme musulman, donc il vient avec toute sa charge culturelle. Donc, moi, ça me fait rigoler un peu, je m'excuse pour le terme, quand on dit qu'il est humaniste. L'humanisme, c'est un mouvement intellectuel, c'est une philosophie du 19e siècle. Lui, il était loin de l'humanisme. Il était précurseur aussi, hein, dans son genre. Oui, lui, il intervient en tant qu'homme, en tant qu'humain. Parce que l'humanisme, c'est un mouvement. Donc, c'est une philosophie. C'est arrivé plus tard. Plus tard. Et c'est un mouvement qui a des relents. C'est de la récupération qu'ils font avec ce terme. Donc, il faut faire très attention avec ces pièges conceptuels qu'on nous tend à chaque fois. Il y a certains qui vont dire qu'il a été franc-maçon. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Donc, même le gars qui a écrit sur la franc-maçonnerie, qui était lui-même franc-maçon, j'ai lu le livre. Il ne donne, les seuls documents qu'il présente, il dit que c'est un secrétaire libanais qui les a rédigés en tant que réponse de l'Amir Abdelkader. On sait très bien que la franc-maçonnerie, à l'époque, au 19e, c'était un engagement. Mais on ne trouve pas de correspondance entretenue entre l'Amir, continue entre l'Amir et sa loge, soi-disant sa loge. Peut-être qu'il s'est intéressé parce que lui, qu'est-ce qu'il intriguait? Il a perdu une guerre, donc il y avait quelque chose en lui. Il voulait comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il est perdu devant ces Français. Donc il a visité encore une fois la France, il est parti visiter l'Angleterre parce qu'il était curieux, il voulait savoir. À chaque fois qu'on lui présentait quelque chose, donc il allait voir. On dit même qu'il a été présent à l'inauguration de la canal de Suez. Donc il était présent et ça l'a intrigué. Comment ça se fait qu'il soit arrivé à ce niveau de technicité alors que nous, on était loin de tout ça. Donc, c'était un esprit il voulait comprendre, tout simplement. C'est un esprit curieux. Exactement. Il voulait donc avancer dans le temps et moderniser. Donc, il a toujours voulu moderniser son armée, moderniser sa famille. Son administration. Son administration, déjà, était très moderne à l'époque. Exactement. Donc, il organisait dans le tas. Donc, c'était des caravanes, mais il y avait une correspondance, il y avait une organisation, il y avait une hiérarchie, il y avait un respect. Donc il y a plein de... Bien sûr, c'était pas... ils n'ont pas fait Polytechnique donc, à l'époque, donc ils étaient loin de la modernité, donc il n'y avait pas de moyens d'impression, mais il y avait quand même une structure dans l'État. Et il a suscité l'intérêt de beaucoup d'admirateurs à travers le monde, hein. Au Mexique, aux États-Unis. Bien sûr, et on trouve même une ville à Lioa, aux États-Unis, qui s'appelle Qader, exactement, qui a pris son nom, et il y a même un musée, l'Amir Abdelkader, donc j'ai vu dernièrement. Et la population est très fière, donc de donner un nom à un grand monsieur, résistant. Donc... Pour vous dire comment il a marqué son époque, comment il a marqué le 19e siècle, c'est quand même un nom très important. Donc on ne peut pas étudier... Une place au Mexique, à Mexico aussi, qui porte son nom. Et bien entendu, il y a, je crois, un buste de l'Amir Abdelkader dans une place. Et plein de choses qui rappellent le parcours. Il y a quelques lieux. Il y a la grande gare de Meknès. Il y a bien sûr ce qui est bien, c'est qu'on trouve le nom de l'Amir Abdelkader à Constantine, où on dit que, bien sûr, il s'est chamaillé avec les Turcs, donc il détestait les Turcs. Mais quand il est parti en exil, il est parti en Turquie. Et tous ses enfants ont pris la nationalité turque, sauf 2 de ses enfants. Donc, de la quinzaine d'enfants entre filles et garçons, il avait 9 garçons et 5 filles, donc ça fait 13. Donc, il n'y a que 2 qui ont pris la nationalité française. Le reste, ils ont pris la nationalité turque. Donc, je vois mal. Donc, on essaie de créer à chaque fois des tensions, des petits problèmes. Bien sûr, quand ils allaient se déplacer, quand il allait à Al-Hajj avec son père en 1825, il a été arrêté par le Bey Hassan Ben Moussa à Oran. Parce que les gens oublient que juste avant ça, il y a eu un grand mouvement de 2 grandes tariqas. Il y a eu les Tijaniya de 1804 à 1820. Il y a eu aussi les Darqawa
pratiquement les 30 années du début du 19e qui ont fait une révolte extraordinaire. Donc c'est une rébellion. Son génie, c'est d'avoir justement fédéré toutes ces tribus à l'époque où chacun, il y avait donc le plus grave maintenant... des mésententes entre les tribus. Mais lui, il savait faire la distinction des choses. Lui, il n'était pas, par exemple... Je vois même des gens maintenant dire qu'il était anti-kabyle. Moi, j'ai jamais vu ça dans ses écrits, donc on n'a jamais entendu. Où est-ce qu'ils ont vu ça, je ne sais pas. Lui, bien sûr, s'il y a des gens avec lesquels il n'était pas d'accord, donc il a même brûlé l'oasis de Ain Madi, ça on le sait, c'est un fait historique, parce qu'il y avait un différend avec une personne qui était à Ain Madi, qui était le chef, tout simplement. Est-ce qu'il a décidé de tuer tout le monde? Non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait de massacre, l'Amir Abdelkader. Donc c'était un contexte particulier où les gens étaient gênés par la présence de l'Amir Abdelkader parce qu'il devenait une charge. Son armée, quand elle venait, il fallait les nourrir, il fallait les aider. Et les tribus étaient épuisées. Donc à un certain moment, je vous l'ai dit au début, c'est que on lui a même dit, cette fois vous avez mangé du couscous, la prochaine fois vous allez manger des cartouches, tout simplement, parce qu'il faut partir. Donc on ne peut plus soutenir cette résistance. C'est une charge pendant presque une vingtaine d'années. Bien sûr, il faut comprendre les gens, beaucoup de frais. C'est beaucoup de frais démographiques aussi. On perd tous ces jeunes. Donc il y a plein de jeunes, ils arrivent à dire de mort et les gens, ça y est, ils sont épuisés. Démographiquement, on ne peut plus tenir. Exactement. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Donc, dans ce contexte. Mais on reste sur l'homme, sur le diplomate, fin diplomate aussi de guerre et énormément donc, de discours avec des personnalités illustre aussi de l'époque. Il a lancé le dialogue. Qui a impressionné. Voilà. Donc il a lancé le dialogue, comment on appelle ça, interculturel, le vivre ensemble. Donc c'est lui qui était, donc il était là, les gens venaient le voir. Et il leur répondait tout simplement. Des fois, il a même rédigé un livre. Donc, le Miqrad al-Hadi l'a écrit dans ce sens. C'était aussi, comme on l'avait dit, un esprit très cultivé. Il a écrit un livre sur les chevaux. Le cheval barbe. Le cheval barbe. C'était son fidèle compagnon. Exactement. Donc, il a vu certains de ces chevaux qui sont morts au-dessous de lui. Donc, je ne sais pas par où commencer avec l'Amir. Bien sûr, il a même eu une correspondance avec l'Amir Shamil, donc Yab Saïh, qui a fait le lien. Donc c'est un très beau livre entre le leader de la résistance tchétchène et le leader de la résistance algérienne à l'époque. Donc ils ont résisté en même temps, l'Amir Shamil et l'Amir Abdelkader al-Jazairi. Donc c'était en même temps, ils ont résisté, et il y a eu une correspondance entre eux. Donc, il y a eu beaucoup d'auteurs internationaux qui se sont intéressés à sa figure, la figure bien sûr de l'émir Abdelkader, et surtout qui ont rédigé avec une authenticité tout son parcours. Exactement. Et on n'en finit pas de découvrir. Donc jusqu'à présent, on découvre surtout ces correspondances que elles n'ont pas été toutes collectées parce qu'il y a une correspondance à Gibraltar, il y a une correspondance à Madrid, il y a des correspondances bien sûr avec les Français, à différents niveaux. Donc il y a même à niveau personnel, donc avec la couronne d'Angleterre. Bien sûr le Maroc qui était à côté. Donc tout ça, il va falloir un jour collecter tout ça pour comprendre, essayer de comprendre. Cerner encore plus sa personnalité. Exactement. Il a même influencé certains étrangers à devenir adeptes du soufisme à travers son parcours. Il les a marqués, bien sûr. Il les a marqués. Et il reste impressionné en rédigeant, en faisant des conférences qui sont aujourd'hui toujours d'actualité. Donc on n'en finit pas en fait de découvrir à chaque fois. Par exemple, Bugeaud qui a été envoyé pour mater la résistance de l'Amir Abdelkader, c'était le discours, le gars qui l'a envoyé après un discours au Parlement français, c'était Victor Hugo. Victor Hugo qui était député, donc il a fait un discours extraordinaire au Parlement français pour dire qu'il faut écraser et tout. Et on se retrouve à la fin avec un Victor Hugo qui écrit l'an 9 de l'Hégire, qui traduit Surat Zézéla. Donc, on commence d'une position et on se retrouve à une autre position. C'est pour ça que je dis il avait impressionné et influencé par son charisme. Voilà, beaucoup de personnalité. Et peut-être une autre de fin, c'est l'une de ces karamettes. On raconte que l'Amir Abdelkader, une semaine avant son décès, il y a eu une rumeur qui a lancé le décès de l'Amir Abdelkader. Ça a même été publié dans certains journaux. Donc, toutes les grandes personnalités qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont visité, peut-être que... Donc, ont tous envoyé des lettres de condoléances.
Et il leur dit, Alhamdulillah, الذي أحياني حتى حضرت العزاء تاعي. Donc, Alhamdulillah, je suis resté vivant jusqu'à assister à mon deuil. Oh là là. Donc, il a pu voir un petit peu ce que pensaient les gens de lui. Et il est décédé une semaine après. Oh là là. Je ne sais pas si c'est une anecdote, je pense que si c'est vrai, mais je pense qu'il y a une part de vérité dans cette histoire. Aujourd'hui, beaucoup s'arrachent un petit peu la personnalité de l'Amir Abdelkader. Il y a donc des associations, il y a la fondation, il y a d'ailleurs le travail de la fondation est énorme pour ce qui a été donc de la vulgarisation de son parcours et surtout réhabiliter sa mémoire parce que ça a été un petit peu bafoué au départ. Et donc aujourd'hui, ils font un travail énorme avec ce comité de scientifiques qui travaille sur son parcours. Oui, mais ce qui reste, c'est un peu... Moi, je verrais, enfin, d'après ma modeste vision des choses, je verrais bien un centre d'études sur l'histoire de l'Amir Abdelkader. Donc, un centre d'études multidisciplinaire. Donc, il y a des aspects de diplomatie, il y a des aspects militaires. Tout ça, il va falloir l'étudier. Et bien sûr, il faut conserver toutes les contributions qui se font dans les milieux académiques. Donc, il ne faut pas interdire aux gens de travailler sur l'Amir Abdelkader, mais qu'il y ait un centre. Il faut que la fondation aille vers le centre parce qu'ils ont la maturité qu'il faut maintenant. Ça fait des années qu'ils ont travaillé. Il faut que ça soit institutionnalisé. Il faut qu'il y ait un centre d'études. C'est ma vision des choses. Que les monographies sortent, qu'il y ait une revue. Il y a des documentaires, il y a des films qui ont été faits, toujours avec bien sûr la fondation qui sont là pour veiller. Mais c'est quand même une fondation. Donc on ne peut pas leur demander plus qu'ils ne font parce qu'ils prennent de leur temps, ils prennent de leur vie. Mais si c'était un centre d'études, un centre de recherche, donc ils auraient bien sûr des fonds, bien sûr, pour voyager, pour aller chercher la documentation là où elle se trouve, pour voir les contacts. Je vais vous dire, l'empereur, le premier, Pedro I do Brasil, donc l'empereur du Brésil, Pedro Ier, donc quand il a entendu parler de l'Amir Abdelkader, il est parti le visiter. Donc il l'a rencontré, il a pris des photos de l'Amir Abdelkader à Damas. Ces photos, ces archives sont jusqu'à présent au Brésil. Donc ça, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a des archives un petit peu partout. Parce qu'il a intrigué tout le monde par sa position quand il est intervenu au profit pour sauver les chrétiens. Il en a sauvé des milliers. Donc il a été intrigué. Et à l'époque, tout l'Occident était chrétien et chrétien convaincu. Donc il a reçu plein de médailles, de cadeaux. Même l'empereur du Brésil, pour vous dire là où il se trouve, il est parti visiter l'Amir Abdelkader. Ça, je l'ai su parce qu'en lisant, je suis tombé sur ça. Donc, il faut aller chercher ses archives et voir qu'est-ce qu'il a écrit sur lui. Maintenant, il y a les différents journaux qui sortaient à l'époque, donc il y avait plein les gazettes qu'il y avait partout. Donc, il y a des revues, d'ailleurs la Fondation publie régulièrement donc, des revues autour donc, de la famille de l'Amir Abdelkader. Et pour ça, il faut maîtriser plusieurs langues. Donc il faut maîtriser le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français, l'italien, le suédois, parce que même la reine de Suède lui a envoyé un cadeau à l'époque, une médaille. Donc il a été félicité par tout le monde. Et sûrement, ça a fait un boom dans les médias de l'époque, locaux, qu'il faut aller voir et chercher. Beaucoup d'auteurs aussi se sont intéressés à cette personnalité. Des auteurs algériens, Ami Kébir, Wassini El-Arj aussi, tout dernièrement. Enfin, et ça continue à toujours susciter l'intérêt des auteurs, des chercheurs, des scientifiques qui veulent se rapprocher de cette personnalité. Il faut peut-être passer à un dessin animé, pourquoi pas. Bien sûr, il y a plein de... Voilà. Celui-ci, par exemple? Ça, c'est le livre qui était Toufat Zahir, écrit par le fils de l'Amir Abdelkader, c'est Mohamed. C'est le fils aîné qui a rédigé le livre. C'est sa vie, c'est un mélange entre un travail biographique, parce que c'est ce que lui a raconté son père, avec les compagnons de son père, donc et puis un travail documentaire. Et il raconte dans l'introduction qu'on lui a volé la première version. Il a dû tout refaire, Mohamed l'Amir Abdelkader. Et Abul Qasim Saadallah, il dit qu'il a retrouvé en fait la première version, donc dans l'une de ses publications. Très bien. Et il y a aussi l'autobiographie de l'Amir Abdelkader qui existe.
existe. Donc, très bien. il y a plein, il y a de la documentation. Il y a de la matière. Il y a de la matière, exactement. Pour toutes les personnes qui voudraient encore s'intéresser à cette personnalité et chercher, mais il faut être continuer à vraiment travailler. open mind. Pour travailler sur l'Amir Abdelkader, si on a un esprit obtus, on risque de s'arrêter. Il faut être vraiment, donc on est surpris à chaque fois, sa capacité d'intégrer toutes les différences est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, il me rappelle le titre de L'Jili, L'Insan al-Kamil. Donc, c'est le mystique de l'homme parfait, l'homme donc dans sa dimension humaine, exactement, l'homme accompli. Donc, c'est exactement ça, l'Amir Abdelkader.